Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tant attendue Century Carbone 2 des Lego, imprimante 3D filament Core XY multicouleur. Et je vous le dis dès maintenant, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et donc, cette vidéo est coupée finalement en deux morceaux. La première partie, finalement, va être, on va dire, un test de machine assez classique, surtout si vous ne connaissez pas l'impression 3D. C'est potentiellement votre première machine, donc on va voir un petit peu ça d'une façon classique. Et la deuxième partie, je vais dériver pour parler un petit peu de la genèse de cette imprimante 3D, des trucs que j'aime moins, en dehors vraiment de la review. C'est plutôt ce qui s'est passé autour de cette machine. Il y a eu des controverses, des machins et tout ça. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Donc, préparez un petit peu vos pop-corn. Alors, je vous le dis dès maintenant, cette machine m'a été envoyée gratuitement par Lego pour en faire le test. C'est pas un test rémunéré, il n'y a pas de frais non plus de production de vidéo. J'ai toute ma liberté. D'ailleurs, ils n'ont pas vu la vidéo au moment où je la publie. Et n'hésitez pas bien sûr à voir en description de la vidéo tous les liens, etc., les informations pratiques. Les liens sont affiliés, donc vous voulez acheter la machine, cliquez dessus. Ça va aider la chaîne, franchement, ça serait relativement cool. Mais avant toute chose, on va voir ce qu'annonce Lego pour cette machine et surtout découvrir les spécifications, qui est quand même un élément important. On va commencer par le prix. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, des fois il y a des promotions et tout, mais on est à 439 € TTC et je crois que les frais de port compris pour cette machine. Donc on est sur un prix moyen à peu près pour ce genre de machine. Je vous épargne bien sûr les options qui vont à côté et on va découvrir un petit peu l'ensemble. Alors, ça annonce un système multicouleur et oui, l'imprimante supporte jusqu'à 4 couleurs ou des matériaux éventuellement différents. On est censé changer de couleur très rapidement. Le volume d'impression de 256 par 256 par 256 mm, format aussi assez standard pour les petites machines comme ça ici. Ils annoncent des matériaux très polyvalents pour l'impression 3D. Une machine silencieuse à moins de 45 décibels, donc ce qui est a priori assez impressionnant. Vous me voyez faire des yeux comme ça parce que je vais en parler au moment de la conclusion. Vous avez aussi annoncé une calibration totale et une vitesse jusqu'à 500 mm par seconde. Ça a l'air très bien tout ça. Et donc on va commencer par la couleur, ce système Canvas qui est sur le côté. Et donc c'est vraiment la grosse nouveauté de cette Century Carbone 2 par rapport à la version 1. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon test de la première version parce que mon avis sur la première version n'a pas changé du tout. Excellente machine pour le prix qui a été proposé à l'époque. Et bref, le multicouleur qui se base sur ce système Canva qui se trouve donc sur le côté, qui va gérer l'ensemble. Et vous remarquez au passage, il y a un petit tag RFID. Et oui, quand vous avez une bobine de la marque officielle avec un tag RFID, hop, on va pouvoir détecter directement la couleur, le type de filament pour une calibration rapide. Donc voilà, le système est assez intéressant. On va le voir par la suite. Il y a pas mal de petites fonctions diverses et variées. Notamment, donc voilà, ça va changer soi-disant rapidement le filament. La détection du RFID, je viens d'en parler. Le chargement automatique, en gros, on met que le filament dedans. Ça absorbe le filament et ça fait toute la configuration par la suite. En plus, avec le RFID, c'est forcément très très bien. Et en plus, ça va détecter s'il y a par exemple un nœud dans l'embobinage, mettre la machine en pause, comme ça vous pouvez fixer le nœud et relancer l'impression. Maintenant, un peu des quelques présentations voilà, du système multicouleur avec, pour commencer, ce petit ukulélé. Et je vous le dis dès maintenant, j'ai un petit doute qu'il était imprimé avec cette machine parce que la partie multicouleur ici, à moins que ce soit plein d'éléments séparés, ça fait a priori plus de 25 cm, donc ce qui ne rentre pas dans la machine, comme le manche là, moins l'imprimé en diagonale des galères, mais moi j'ai un petit doute. Vous avez le petit support ici, je trouve très mignon de chat pour les casques, c'est franchement assez cool. Une couronne, le support de contrôleur, bref voilà, c'est des petits exemples pour montrer ce qu'on peut faire avec la machine. Je reviens sur cette polyvalence des matériaux, du fait qu'elle a des spécifications, on va voir par la suite, un petit peu techniques, potentielles, on peut imprimer des matériaux, pas que du PLA classique, mais de l'ABS, du TPU filament flexible, du PLA renforcé en fibre de carbone et voire des matériaux un peu plus techniques que ça, ce qui est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez la chambre d'impression, le cœur finalement de la machine qui peut être cloisonné, entièrement fermé, donc garder la chaleur, important pour les filaments techniques, mais aussi certaines odeurs si on peut dire. Vous avez un lit, donc le plateau qui monte jusqu'à 100 degrés et qui peut donc justement chauffer en même temps votre chambre. Une ventilation, un système pour voilà permettre d'évacuer notamment la chaleur aussi vers l'extérieur
extérieur assez pratique quand on veut imprimer la machine entièrement fermée, des filaments qui justement sont moins résistants à la haute température. Et pour finir, la buse, donc l'élément principal, va monter à 350 degrés. On est plutôt dans le haut du panier, franchement, pour une machine de ce prix-là. C'est cool d'avoir une option de pouvoir monter aussi haut en température. Je reviens très rapidement sur annoncé comme étant silencieuse, 45 décibels. 45 décibels, honnêtement, ça parle à personne. C'est censé être un bruit, je dirais, plus ou moins discret, idéal pour les espaces partagés de jour comme de nuit. On en reparlera à la conclusion. Simple du début jusqu'à la fin, et oui, il y a tout un système de capteurs, de calibration automatique. Vous allez voir par la suite, en gros, on déballe, on enlève les quelques petits machins, on branche, la machine fait tout toute seule, et on peut lancer l'impression, ce qui est quand même assez confortable, avec voilà, donc pas mal de capteurs à l'intérieur. Je vous épargne donc tous ces différents capteurs, et bien sûr, ils indiquent que voilà, ça peut imprimer vite, que c'est stable, la première couche, elle est top moumoute, la qualité d'impression, elle est vraiment très très bonne. Il y a la gestion du Pressure Advanced, c'est-à-dire en gros, gérer finalement le flot du filament en fonction des courbures, des angles pour pas avoir des artefacts au niveau de la qualité, un plateau flexi PEI, bref, voilà, c'est franchement très génial ce qu'ils annoncent. Et vous avez, pour finir, vous savez à quel point c'est important pour moi, un écosystème complet, c'est-à-dire que vous avez une plateforme pour télécharger des modèles 3D, attention, ça marche avec toutes les plateformes, hein, bien évidemment. Vous avez leur slicer et Lego Slicer, qui est juste en fait le slicer Orca Slicer avec les couleurs et Lego, c'est vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire, et la petite application mobile pour monitorer directement votre impression à distance, voire lancer une impression. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses proposées, annoncées au niveau de cette machine, et on va voir ça au fur et à mesure, et je reviendrai sur un petit peu ces petits points au moment de la conclusion. Alors la première étape franchement classique qui consiste à regarder l'unboxing, on reçoit un joli carton. Dedans vous avez la documentation, un guide rapide et un manuel. Alors le manuel est disponible en version française qui peut quand même vous aider. Mais surtout vous avez un QR code à scanner qui vous amène directement sur une vidéo qui va vous accompagner étape par étape pour faire l'installation de la machine. En gros vous avez quelques petites vis à enlever qui retiennent le plateau. Installer à l'arrière la chute, le réceptacle finalement pour les petits caca que va faire votre imprimante. On verra ça par la suite. Vous la vissez directement à l'arrière. Vous enlevez l'étiquette sur le plateau et vous pouvez mettre des étiquettes qui s'enlèvent facilement, franchement. Et puis c'est tout simplement. Et si vous avez la version combo, le système multicouleur, forcément, vous devez installer ce canevas, ce boîtier, voilà, externe, qui va recevoir les filaments. C'est pareil, il y a vraiment rien de compliqué. Il y a un support à installer avec quelques vis sur la machine. On installe le canevas, pareil, quelques vis à l'arrière. Vous devez installer sur la tête le collecteur de filaments, en gros, qui a passé de 4 filaments à 1 filament. C'est pareil, c'est quelques vis, juste un petit peu le câble USB, tout ça qui est un peu devant, qui dérange un tout petit peu. Il y a un support sur le côté de la machine pour mettre chaque porte-bobine, les 4, on installe directement les tubes en PTFE, c'est du téflon tout simplement, du canevas vers la tête. Ensuite, on n'a plus qu'à lancer la machine directement qui va vous accompagner étape par étape, que ça soit la connexion Wi-Fi, la calibration automatique, vous n'avez qu'à rentrer vos filaments à l'intérieur et puis c'est tout et votre machine est prête à l'emploi, ce qui veut dire qu'on peut lancer notre première impression. Là, j'ai pris un Benchy, le modèle proposé dans la machine en 4 couleurs. J'ai pris 4 couleurs au pif que j'avais directement sous la main et on voit que franchement ça marche plutôt bien. On a une impression qui s'est faite en 47 minutes pour du multicouleur. On est dans un temps qui pourrait être un peu plus rapide honnêtement, mais surtout c'est qu'on a un résultat qui est quand même franchement très très propre. J'avoue que c'est un joli Benchy au niveau de la qualité d'impression, ce qui veut dire que déjà au bout de cette première impression de test, cette Elego Century Carbon 2 délivre plutôt bien en fait en termes de qualité d'impression et en plus en multicouleur. Pour ce test, Lego m'a envoyé 2 bobines RFID histoire de tester. Vous voyez, il y a vraiment le logo dessus. Comment ça marche? On met directement la bobine sur le capteur qui va être détecté par la machine et vous demande à quel emplacement vous allez installer cette bobine. C'est très simple, c'est du PLA, la couleur. Franchement, c'est cool, il n'y a rien à faire. Mais l'arrêter un peu autrement, c'est que des fois, il faut chercher tout simplement à ce que le tag détecte. Et aussi, petit problème, le porte-bobine et les petits tampons, des fois, on a tendance à les arracher en
en enlevant et en mettant les bobines, ce qui est un petit problème, honnêtement, je vous le cache pas. Maintenant, je bascule sur une impression un petit peu différente avec ces petites vaches, en effet tricotées de laine. Je trouvais vraiment sympa, importé dans le slicer des Lego. Alors bien sûr, je dois rajouter la machine, que j'ai détectée comme ça par le réseau. Il y a les paramètres d'impression, les profils, et surtout, vous avez les statistiques d'impression. Et là, pour ces 4 petites vaches, au total, j'ai quand même 65 grammes de petits caca qui va me générer le système multicouleur et aussi une tour de purge d'environ 15 grammes. Ça paraît pas, mais je suis quand même à 80 grammes de déchets pour toute cette impression-là. Mais bon, voilà, c'est un moyen de tester l'ensemble. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à envoyer directement vers la machine. Là, je n'ai fait que envoyer. On peut aussi demander l'impression directement. L'avantage du Wi-Fi, par contre, je vous cache pas que le transfert Wi-Fi, à des moments, il est un petit peu lent. Une fois que c'est fait, on arrive dans l'interface, on va dire, de contrôle, de monitoring à distance, où on a un peu, voilà, les statistiques et tout. On peut voir ce qui se passe au niveau de la machine, la webcam, les filaments. Maintenant, sur la machine, j'attribue quelle couleur de bobine installée correspond à telle couleur du modèle 3D. Je lance l'impression et tout part franchement très très bien. Jusqu'à un message d'erreur pour dire attention, erreur spaghetti détecté. Les spaghettis, c'est quoi? C'est lorsque souvent il y a un morceau d'impression qui s'est lâché, le filament part dans tous les sens. Bah, la caméra IA a détecté ça, sauf que là je n'en avais pas. Je pense que c'est l'effet justement tricoté à certains endroits avec les supports. Elle a cru que c'était des spaghettis, en fait c'était trop sensible. J'ai coupé finalement le système IA et j'ai relancé l'impression. Et comme vous voyez, tout se passe franchement très très bien. J'ai quand même fait un timing du temps de changement de filament. Ils annoncent un changement, on va dire, quasiment immédiat. Et au total, il faut quand même 1 minute 22 pour passer d'un filament foncé à un filament clair. Si on passe d'un filament clair du blanc vers du noir, ça va être un petit peu plus long. On va dire en moyenne 1 minute 30 pour faire ce changement de filament. À la fin, on a une impression avec les supports à enlever qui s'enlèvent sans aucun problème. Mais surtout, le modèle, il est vraiment top. Il est très mignon de 1. Mais surtout, la qualité d'impression est franchement excellente. Ensuite, je me suis dit, je vais faire un modèle en grand qui va prendre tout le plateau et tout. Donc, ce modèle de baleine, franchement, qui est assez sympa, que j'amène dans le slicer. Forcément, bah là, je regarde un petit peu comment ça marche. Il est en 2 couleurs. 2 couleurs, ça va, c'est rapide, ça va. C'est pas plus long qu'une impression normale. Je peux vérifier. Il y a tous les supports à l'intérieur. Et vous voyez, là, je l'ai mis à 45 degrés pour prendre vraiment sur la diagonale en taille maximum. Je me suis dit, bah, ça va être cool. Je lance directement l'impression. En plus, j'avais un filament Lego assez ancien, j'avoue. Bleu, métallique et tout. Je me dis, ah, ça va vraiment être top sur la baleine. Vous remarquez au passage, je peux faire du suivi à distance depuis chez moi de l'impression. Voilà, c'est quand même assez pratique. Et à la fin, je me retrouve après environ 18 heures donc d'impression sur ma baleine qui s'enlève plutôt très bien du plateau. Mais là, il faut enlever les supports. Et ça devient très compliqué. En fait, j'arrive pas à enlever les supports. Ils ont quasiment fusionné avec le modèle 3D, ce qui est un petit peu dommage. Bref, j'ai laissé tomber. Mais je me suis dit, allez, je vais pas me laisser abattre. Je vais relancer l'impression, mais cette fois-ci, en mettant ce qu'on appelle sur l'interface de support, c'est en fait entre les supports et le modèle 3D, et ben, je vais changer de matière. Je vais mettre du PETG. Le PETG n'accroche pas du tout avec le PLA. Donc, théoriquement, c'est censé s'enlever assez facilement. Tellement facilement déjà que la tour de purge, elle est partie dans tous les sens, mais bon, c'est pas très, très grave. Et donc, toujours là, avec un temps un petit peu plus court, 17 heures d'impression, j'ai ma baleine qui est terminée. Et ben là, je n'ai plus qu'à enlever mes supports, mais surtout déjà les petits bouts de filament qui partent dans tous les sens. Mais patatras, en fait, les supports s'enlèvent bien, mais surtout, ils s'effritent énormément. Je pense que le temps de purge et la quantité de purge pour passer du filament PLA à PETG était pas assez importante, vraiment, cette quantité de filament. Ce qui fait qu'il restait, je pense, tout le temps un petit peu de PETG mélangé avec le PLA. Et ben, le PLA est devenu super cassant. Et ce qui est forcément un petit peu dommage. Ce qui veut dire que les profils par défaut proposés par Lego, dans certains cas, ben, ne sont pas forcément très très efficaces. Bon, j'ai modifié un petit peu tout ça, ça m'a un petit peu beaucoup énervé. J'ai relancé l'impression et puis bah vous voyez que cette fois-ci ça a marché. J'ai juste changé les distances entre l'interface et tout. Là maintenant j'ai mon print qui est terminé avec bah, une bonne qualité d'impression et cette fois-ci surtout les supports s'enlèvent quand même d'une façon plus efficace. Mais c'est dommage que le profil par défaut eh ben, ne marche pas comme ça tel qu'il pourrait marcher.
Et puis j'ai basculé sur un autre projet dans un style totalement différent, cette espèce de cadre avec la surface de la Lune et de l'éclairage. Je me suis dit c'est super cool, ça a l'air vraiment sympa, il y a un petit côté assemblage et tout, pour un effet vraiment simple. Bien sûr, il y a toujours les liens en description pour voir ces différents projets. Je charge le modèle que j'ai téléchargé ailleurs, hein, directement sur une autre plateforme, que je mets dans le slicer. Vous remarquez qu'on a différents plateaux. On va imprimer surtout cette espèce de surface verticalement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on imprime verticalement, on a une meilleure qualité de couche par rapport à l'horizontale où on aura un effet de strate assez important. Et là, du fait qu'on va jouer sur la lumière générée par une lampe en dessous avec un diffuseur, on a intérêt à avoir la meilleure qualité de surface. Mais là, je me suis dit, imprimer un modèle en hauteur maximum sur l'imprimante avec une surface assez fine, ça va être un bon petit challenge, voir si ça tient relativement bien. Et en plus, il y a le diffuseur, mais surtout à côté, le petit spationaute qui est vraiment tout petit, avec les supports, voir comment ça va marcher. Donc là, c'est pareil, je choisis mon PLA gris que j'ai mis dedans, un PLA relativement mat, j'envoie ça à la machine directement et l'impression se lance. Et en plus, j'ai mis volontairement le couvercle de la lumière et la surface de la Lune derrière au niveau de la même impression pour voir si au niveau des déplacements d'un modèle à l'autre, on n'est pas avoir des petits fils, des petits artefacts. Donc c'est un petit moyen de tester l'ensemble. On lance l'impression bien sûr, on peut monitorer ça toujours avec le téléphone portable et puis on se retrouve après à peu près un total de 7h45 avec cette impression, la première étape, celle qui a le plus de détails, terminée et on bascule sur la base et là par contre un petit peu étonné de la première couche, la qualité était pas terrible. J'ai fini par finalement jouer sur ce qu'on appelle le Z-offset, donc le décalage par défaut de la buse entre la buse et le plateau, qui n'était pas parfait. Alors le petit problème par contre, c'est qu'il faut monter pour descendre, il faut descendre pour monter. C'est un peu illogique. Bon, après quelques petits clics, et là vous voyez la fin, la qualité est bien meilleure au niveau de ma couche. Bref, l'impression se passe sans aucun problème. Pareil pour le diffuseur de lumière et le petit spationaute. Franchement, aucun problème au niveau de l'impression. Vous voyez, le résultat est quand même plutôt très qualitatif, y compris pour la base, même si l'arrière est pas le plus propre, mais on s'en fiche. C'est un cadre qui va être contre un mur. Il n'y a plus qu'à directement insérer comme ça le système, la lampe à mettre en dessous et surtout le petit spationaute. J'étais un peu stressé pour enlever les supports et finalement tout s'est très bien enlevé. Il n'y a vraiment aucun problème et vous voyez, on a une impression qui est toute petite, qui est relativement précise, en plus avec une buse de 0,4 mm. Voilà, donc système, impression plutôt très propre. À la fin, il n'y a plus qu'à mettre la petite lampe, le diffuseur et vous remarquez qu'on a un effet franchement plutôt sympathique et je vous cache pas que c'est beaucoup mieux en vrai que en vidéo. Et là, je bascule sur les filaments techniques. Vous vous rappelez, il parlait des multi-filaments, le côté technicité. J'ai imprimé de l'ASA. L'ASA, c'est un filament qui marche bien à l'extérieur, mais qui a besoin d'être chauffé de façon plus importante, d'avoir le côté caisson. Voilà, donc j'ai mis une bobine directement pour imprimer un système à vis de pied, en fait, de table, de meubles, etc. L'impression s'est franchement très bien passée. Vous avez quand même une durée d'environ 5 heures pour ces deux modèles. Et à la fin, vous remarquez que tout se divise et se visse sans aucun problème, donc là, c'est validé. Mais je me suis dit, allez, on va pousser les choses un peu plus loin. Là, j'ai besoin pour ma Century Carbone, la première du nom, un système d'évacuation, pour la ventilation, pour un futur système de filtration, ce sera pour une autre vidéo, avec un modèle 3D. Là, voilà, dans les profils, je choisis de l'ABS. Il faut savoir que j'imprime quasiment jamais de l'ABS parce que ça pue, mais c'était le moyen de voir, une fois le caisson fermé et le système de filtration qui se trouve à l'intérieur, est-ce que j'allais avoir des odeurs au niveau des bureaux? Donc on va en parler ça dans quelques instants. Voilà, donc de l'ABS. Et je précise, j'ai imprimé qu'une bobine qui était ouverte depuis au moins 5 ou 6 ans, à peu de choses près, sauf que la bobine, je peux pas l'insérer, le trou est trop petit avec le système sur le côté, c'est un peu dommage. Donc je l'ai mis dans mon séchoir, mon dryer à filament à côté, que j'ai profité pour sécher mon filament et l'impression se passe très bien, il n'y a aucun souci, ça s'est enlevé du plateau. Vous remarquez la petite trace, j'avais mis de la colle directement au niveau du plateau pour être sûr qu'il y ait une bonne adhérence sur le plateau et vous voyez l'impression à la fin. Alors les supports sont un peu plus durs à enlever, honnêtement, de l'ABS accroche un petit peu mieux, mais bon, un petit coup de pince par-ci par-là et le modèle s'est bien sorti et au final, j'ai une bonne qualité d'impression pour ces pièces fonctionnelles. Allez, on va conclure donc la première partie de cette vidéo, vraiment le test en lui-même sur cette Century Carbone 2. J'aurais pu faire beaucoup plus d'impression avec la machine, mais on a vu le multicouleur, on a vu les filaments techniques, etc., le fonctionnement.
Je vous le cache pas, dans l'ensemble, c'est une machine qui est, on va dire, l'évolution de la Century Carbone 1, une machine que j'ai encensée. Vraiment, j'ai été très positif sur cette machine. Mon avis n'a pas du tout changé. C'est une très bonne machine par rapport à son prix. Maintenant, cette Century Carbone 2 qui apporte le multicouleur, je reviens un petit peu sur les spécifications qui étaient annoncées. Donc, le système Canva en lui-même pour gérer les filaments, il marche quand même plutôt bien. C'est-à-dire, voilà, l'insertion et tout, ça amène le filament à l'intérieur, ça détecte quand il y a des problèmes. J'ai pas à m'en plaindre. Vraiment, il est simple. Franchement, c'est très bien géré. Toutefois, vous avez vu le changement de couleur, ils indiquent changer de couleur instantanément. J'arrive pas à comprendre cette annonce de changer de couleur instantanément. Vous l'avez vu dans la vidéo, un changement de couleur rapide, c'est-à-dire d'une couleur d'une couleur claire vers une couleur foncée, 1 minute 22 de tête. C'est pas instantané pour moi. Quand vous avez 4 couleurs sur une couche, vous imaginez, vous avez 6 minutes à peu de choses près, rien que pour le changement du filament. Donc voilà, le côté instantané, j'ai du mal à le voir. C'est pas l'imprimante la plus lente pour changer de filament, mais c'est pas du tout la plus rapide. Franchement, loin de là. Le volume d'impression, on en a parlé et tout. Alors 256 par 256 par 256, c'est plutôt un bon volume, on va dire. Surtout si vous voulez vous lancer à pas trop cher, c'est une machine franchement qui va vous convenir de pas mal de choses. Maintenant, je vais revenir sur ce qu'ils annonçaient, il y a un chapitre, enfin une section dédiée sur le site internet, donc sur l'impression silencieuse. Alors pendant le test, vous vous en rendez pas compte, mais non, ce n'est pas une machine silencieuse, c'est pas une machine qui va vous exploser les oreilles, mais clairement pas silencieuse. Déjà, là, elle est éteinte. En fait, au début, je voulais la laisser allumer pour qu'il y ait la lumière à l'intérieur, c'était mieux en vidéo. Je l'ai coupé parce que le ventilateur par défaut qui tourne, je pense, à l'intérieur, fait quand même relativement du bruit. Bien sûr, le ventilateur secondaire va faire du bruit. Vous avez un ventilateur, je ne l'ai pas mentionné avant par contre, un ventilateur auxiliaire sur le côté pour mieux refroidir les pièces. Ça, c'est une nouveauté. Je te montre la 1 et la 2, ce qui est quand même plutôt un bon ajout. Bah, c'est pareil, ça fait du bruit. Mais ce qui fait le plus de bruit, ça va être le déplacement de la tête, ça fait des glink-glonk, etc. Et ça, c'est le même problème qu'avec la Century Carbone 1. La machine est bruyante dans les déplacements. Ce qui veut dire que si vous êtes juste au moment où la tête va faire que imprimer et tout, oui, ça va, le bruit est tout à fait supportable. Mais dès que vous commencez à, à changer les filaments et tout, là, ça devient bruyant. Vous faites des filaments techniques, tout ça, ça va peut-être chauffer un peu plus fort, ça peut faire du bruit. Par contre, du fait qu'on peut entièrement la fermer, ça va quand même contenir une bonne partie du bruit. Et vous remarquez, il y a ce joli capot dessus disgracieux, c'est vraiment immonde. Je sais pas, mais il a l'avantage de bien fonctionner. Il va garder bien sûr au niveau du bruit. Et pour le côté technique des filaments, je bascule un peu maintenant, le bruit j'en ai parlé, sur le côté polyvalent justement des matériaux, oui, ça marche très très bien sur le PLA. Et vous l'avez vu, j'ai fait de l'ASA, j'ai fait de l'ABS. Et surtout sur la première version, donc celle-là peut le faire sans aucun problème, j'avais fait du nylon, du PA12CF à l'époque. Donc la machine est capable de le faire. Alors bien sûr, il faut mettre le plateau à fond en température, laisser bien chauffer la machine longtemps. Mais là, il y a un petit défaut. C'est que le plateau chauffant, c'est une technique assez connue. Hein. On a un plateau qui monte à 100 degrés, vous le mettez en bas, vous le mettez à fond pendant 10 minutes à un quart d'heure, ça va chauffer, donc créer finalement une enceinte relativement chaude pour ces filaments techniques. Typiquement, pour le nylon, c'est super important. Sauf que la machine, au bout de quelques minutes, le plateau chauffant, il se coupe pour descendre en température. Ce qui veut dire, par exemple, dans le cas de l'ABS, plusieurs fois, j'ai dû relancer la chauffe. C'est un petit peu dommage. Mais techniquement parlant, elle peut imprimer ses filaments techniques. Maintenant vient le problème qui n'est pas lié à la qualité d'impression, parce que franchement, pour une machine de ce prix-là, elle imprime plutôt très très bien en termes de qualité visuelle, mais vous l'avez vu, les profils proposés, le PLA tout court, ça marche bien, mais dans certains cas, ça marche pas si bien que ça. Vous avez vu, les supports d'un côté ont bien marché, de l'autre côté n'ont pas très bien marché, pour notamment la baleine. Alors, le filament, pareil, était aussi ouvert depuis longtemps, un petit peu vieux, mais quand même, voilà, un petit peu étonné. Le fait que la purge entre les filaments de types différents, le PETG, ça purge pas assez, tout simplement. Vous avez ce mélange. Cette impression n'a pas marché, ce qui est quand même dommage. C'est un avantage fort de ces machines-là de mélanger les types comme ça, donc de filaments. En fait, ça s'effrite à tous les endroits, il y a des supports. Sous les supports, le PLA est bien costaud. Au-dessus des supports, c'est costaud, mais dès qu'il y a du support à certains endroits, à certaines couches, ça s'effrite. Voilà, c'est vraiment, je dirais, assez dommage.
Voilà, donc c'est quand même l'élément le plus important. Il y a des marques concurrentes, un peu plus chères certes, mais qui justement font très attention à leur profil de filament. Maintenant, c'est pas lié au matériel, c'est que du logiciel. J'imagine que des mises à jour vont améliorer ces profils-là, mais c'est un petit peu dommage. L'autre truc aussi qui était annoncé, c'est le côté simple. Et oui, cette machine-là, et c'est vrai qu'elle est simple. Si vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous une débutante ou un débutant dans l'impression 3D, vous achetez ce genre de machine, vous n'avez pas peur de la monter, c'est vraiment, vous avez vu, c'est quelques vis à enlever, il y a 2 câbles à mettre derrière, les petits tubes, elle se calibre toute seule, enfin vraiment, ça marche très très bien. Bon, on l'avez vu, la première couche était un peu trop écrasée, mais bon, si vous êtes débutant, vous allez dire, ah, franchement, ça a marché du premier coup, ce sera pas forcément top top pour la première couche, mais en général, il y a plein de gens qui se rendent pas compte, donc ça pourrait être mieux. C'est pas très grave et de toute façon, on peut le corriger, il y a aucun souci. Je l'ai fait une fois, bon, voilà, aucune difficulté. Donc pour dire que voilà, vous avez ces systèmes-là, vous avez aussi l'IA un petit peu trop sensible au niveau de la caméra pour surveiller justement ce côté spaghetti. J'ai dû le débrayer, c'est un petit peu dommage. Ça, par contre, je vous le cache pas que dans toutes les marques d'imprimantes 3D, système de détection automatique par l'IA, c'est pas super terrible en termes de qualité. Par contre, d'avoir la caméra pour monitorer à distance vos impressions 3D, ça c'est vraiment pratique. Et pour finir, dans ce qu'ils ont annoncé les specs, l'écosystème. Alors bon, le slicer, il a rien de spécifique. Vous prenez Orca Slicer, qui est un slicer entre guillemets concurrent, en fait pas concurrent, c'est un slicer open source, et Lego Slicer, c'est juste Orca Slicer, ils ont renommé le slicer. Donc, le tout, c'est d'avoir les bons profils. Voilà. Après, je n'ai pas testé dans Orca Slicer la communication avec la machine, mais c'est le seul avantage. Je vous cache pas que j'en ai marre des slicers qui sont exactement les mêmes que Orca Slicer, voire des plus vieilles versions qui n'apportent rien de plus, mis à part la communication, parce que j'ai 457 slicers installés sur l'ordinateur, alors qu'ils sont tous basés sur Orca. C'est un petit peu dommage. Bref. Le slicer, dans l'ensemble, marche bien, les stats, etc. La plateforme des Lego qui est quand même assez récente pour le contenu, les modèles proposés par la communauté. Ça existe, voilà. Maintenant, il y a d'autres plateformes, je dirais concurrentes, d'autres open source, etc. Bref, il y a pas mal de choses pour votre contenu, ce qui est quand même assez cool, franchement, au niveau de la machine. L'application mobile, elle fait le taf, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle fait le boulot. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'ensemble, cette machine... je dirais, c'est pas du tout une erreur de la prendre, c'est plutôt une bonne machine, 4 couleurs, qui imprime plutôt bien, qui a quelques petits soucis de jeunesse, comme je vous l'ai dit, mais c'est plutôt lié à la configuration et tout ça peut se pousser par le logiciel. Et je vous dis d'expérience, quasiment toutes les marques d'imprimantes 3D ont ce problème dès que la machine vient de sortir. Il y a à peu près 2-3 mois où bon, ça pourrait être un petit peu mieux et les mises à jour à distance au niveau du micro-logiciel, donc le système d'exploitation, si on peut dire, de la machine, que au niveau du slicer des profils, ça se bonifie avec le temps et ça devient des machines très stables. Je vous le dis, la Century Carbone 1 est une excellente machine. Celle-là, finalement, c'est une évolution de la Century Carbone 1 en ayant ce système multicouleur. Le système multicouleur, voilà, soyons très transparents, il a rien de révolutionnaire. Il fait plein de petits caca. Je ne l'ai pas trop montré dans la vidéo parce que c'est tellement une évidence pour moi, genre de machine. Oui, ça fait plein de caca pour le multicouleur. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, il y a voilà, cette consommation de tour de purge et tout, mais voilà, elle fait le taf. Franchement, elle est très bien pour un prix qui est relativement contrôlé. Maintenant, il existe des machines concurrentes qui ont le même format, notamment je pense à l'AD5X de Flashforge, qui a un système sur le côté qui fait énormément penser au système Canva, sauf qu'elle est ouverte, elle n'est pas fermée, mais qui vaut quand même 100 € de moins, qui imprime aussi très bien. Donc il y a la concurrence. Maintenant, l'avantage de ça, qu'elle soit fermée, qui est la ventilation, tout ça, la concurrente ne peut pas le faire, alors que là, on peut faire ces filaments techniques. Donc on a une vraie polyvalence sur la machine. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble, pour la partie test de la machine. Ah oui, j'oubliais quand même, pour ce qui suit et ce qui est avant, profitez des commentaires, n'hésitez pas à réagir, c'est vraiment super important. Et maintenant, je vais attaquer donc la deuxième partie de la vidéo, sortez un petit peu les pop-corn et tout. Je vais quitter finalement le test de la machine en elle-même, parce que j'ai tout dit, voilà, plutôt positif, on va dire, dans l'ensemble, mais pour parler un peu plus communication, marketing, évolution de la machine, voilà, pas mal de petits couacs qui sont arrivés, donc pas vraiment liés au matériel, mais liés à cette Century Carbone 1 et la Century Carbone 2. Pour la petite histoire, lorsque
lorsque Elego a annoncé la Century Carbone 1, première du nom, la machine était monofilament, donc monocouleur. Et ils ont annoncé en même temps, y compris sur le site internet, que une mise à jour serait disponible plus tard, permettant de mettre à jour la machine de monocouleur vers le multicouleur. Donc forcément, plein de gens ont acheté la machine se disant je la prends maintenant. En plus, les reviews des gens comme moi étaient hyper positifs sur la machine. Donc on se dit normalement, bon, la machine elle est super et en plus tard je vais la mettre en multicouleur. Même si on ne sait pas trop ce que sera le multicouleur, je sais que j'ai la possibilité. Ça paraît pas, c'est un argument. En plus, une machine qui est pas trop chère. Dans cette époque où il y avait pas mal de concurrence et tout, qui était plus cher, pourquoi pas? Sauf que avec le temps, il n'y a pas trop eu de nouvelles au niveau de ce système multicouleur. Les gens relançaient la communauté. Et puis, on a commencé à avoir des changements sur la machine. Ma Century Carbone, à l'arrière, n'a pas de connecteur pour mettre un système multicouleur. Mais certaines machines, un peu plus tard, sont arrivées avec un connecteur, on va dire surprise, mais tout le monde a deviné que c'était pour le multicouleur. Et Lego a fait des améliorations à la machine. Par exemple, les premières n'avaient pas de lumière à l'intérieur. Les générations un peu suivantes ont une petite bande de LED. Et d'ailleurs, même Lego a renvoyé par demande au support technique des bandes de LED à des personnes. Donc voilà, un côté assez dynamique au niveau de la marque, très très cool. Et puis, voilà, le silence un petit peu total, si on peut dire, sur système multicouleur, différents salons, non, ça va arriver, etc. et tout. Et puis a commencé à surgir, à un moment donné, sur une photo, je sais plus, un tweet ou je sais pas quoi, d'une imprimante qui ressemble beaucoup à la Century Carbone, avec ce gros capot en Chine et qui annonce le multicouleur. Mais pas le multicouleur, je dirais là tel qu'on le voit, mais pas vraiment une mise à jour, plutôt une machine complète. Et pas longtemps après, arrivé sur des listings de revendeurs de sites internet et tout en Chine, la Century Carbone 2. Ce qui veut dire que toute une communauté qui a vu ça, forcément, l'information est passée très très vite sur Reddit, Facebook, machin, Twitter, enfin X, excusez-moi. Donc des gens, à juste raison, ont dit mais c'est quoi ce bazar? La Century Carbone 2 est annoncée et en multicouleur, et nous on attend toujours la une, machin. Et en plus, Elego a fait quelque chose de très indélicat. Ils ont enlevé au niveau de leur site internet la mention du multicouleur au niveau des pages de la Century Carbone 1, etc. Bref, c'est parti en vrille totale. Des gens disaient non, c'est annulé, on va pas le faire. Enfin, des gens de chez Lego. Après, mais oui, on va le faire. Bref, une communication, je n'ai pas d'autre solution, désastreuse. Voilà, donc Lego a très mal géré les choses. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, Lego a annoncé avoir terminé le développement justement de cette mise à jour finalement. Ils ont rétropédalé, etc. La Century Carbone 1 vers la 2, mais on n'en sait pas plus. On a vu quelques images sur Internet ici et là, mais pas plus que ça. On voit que le système de collecteur de filaments est le même. On ne sait pas trop pour quand va, on ne sait pas trop la connexion, qu'est-ce que ça va être. Pour les gens comme moi qui n'ont pas le connecteur à l'arrière de la machine, comment on va pouvoir installer ça? Bref, il y a encore beaucoup d'inconnus. Bref, il y a un gros couac de communication au niveau de la machine. Pourtant, j'ai des contacts avec eux, même moi, je n'arrive pas à avoir l'information de qu'est-ce que ça va être, comment, etc. Et c'est pas une question de NDA, au genre de choses. Bref, voilà pour un petit peu le côté historique. Maintenant, je veux dire par rapport à la machine en elle-même, ce que je trouve très dommage, c'est que cette machine, franchement, c'est une bonne machine. Je le dis à plusieurs reprises, mais je veux pas que mon test ait l'impression négative par rapport à ce blabla qui purement que des problèmes de communication et de marketing et pas de machine. Je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre les deux. Non, surtout, ce que je trouve dommage, c'est que cette version, si on fait une vraie comparaison entre la 1 et la 2, qu'est-ce qu'il y a de changement? Le format global reste exactement le même. Il y a juste ce capot immonde qui est sur le dessus. Franchement, c'est laid, vraiment. En plus, il chope la poussière, c'est dégueulasse. Mais il marche bien. Par contre, il marche très très bien, même s'il est un peu branlant. C'est que voilà, les différences, c'est ce capot, le système multicouleur, mais il y a plein de changements. C'est-à-dire que les panneaux sur le côté, ils sont plus vissés, ils sont plus ou moins clipsés. Au niveau de la tête d'impression, il y a des petits changements. Il y a un système donc de ventilation intégré pour cette chambre, voilà, d'une température entre guillemets un peu contrôlée. Elle n'est pas chauffante par contre, mais ça peut réguler la température. Vous avez le système qui permet en fait de cloisonner complètement électrique à l'intérieur, ce ventilateur auxiliaire complémentaire, l'écran tactile, je l'ai pas dit avant, mais qui est quand même plus grand, qui est quand même plus confortable. Ça paraît pas, je sais plus, il y a un demi-pouce en plus ou un pouce de plus. Enfin bref, il y a une plus grande surface qui est quand même, ça paraît pas, mais au quotidien c'est quand même plus agréable. Elle imprime toujours aussi bien. Donc pour dire que voilà, ces éléments ont fait une bonne évolution pour un prix qui est à 450 € pour faire simple, pour l'offre est pas si mal que ça. Mais
cette machine-là, selon moi, et là c'est le point le plus important, ça aurait dû être la Century Carbone 1. Ils ont sorti une première version, ils ont fait toute une communication, j'avais fait une vidéo notamment sur la communication, genre la fin des bed slingers, donc ces plateaux qui se déplacent et tout, pour dire voilà c'est la suite, maintenant on rigole plus, enfin voilà c'est genre et Lego, voilà on va y aller vraiment à fond. Bah ouais, bah elle était bien la Century Carbone 1, elle est toujours bien, mais ça, la 2 aurait dû être la première. Clairement, elle aurait dû être la première avec bah, tout ce qu'elle propose à l'heure actuelle. En gros, il y a peut-être eu une précipitation parce que le système Canva qui est proposé sur le côté, j'arrive pas à voir ce qui est révolutionnaire à l'intérieur. Pour moi, c'est un système classique et quand je l'ai vu, j'aime pas dire ça dans mes vidéos parce que j'aime pas parler de la concurrence. Il y a toujours un côté, on va dire, très subjectif, mais je me suis dit, mais en fait, on dirait cette AD5X de FlashForge, juste qu'elle est fermée et le système de gestion. Mais vraiment, la distance à l'intérieur, le truc Canva, tout ça, ça ressemble énormément. Donc, pourquoi mettre autant de temps à sortir un système qui n'est pas une mise à jour au final pour une machine qui voilà, qui est juste une simple évolution, certes avec le multicouleur. Sauf que là, maintenant, en 2026, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est début 2026, ben, il y a plein de machines concurrentes, des bed slingers, justement, on disait c'est la fin et tout, qui sont, là, j'en teste une à l'heure actuelle, à 269 € la machine, qui consomme moins de filaments. Alors certes, c'est pour du PLA, du TPU, du PETG, pas des filaments plus avancés techniques, mais qui marche bien, franchement, pour 200 € de moins. Donc, pour dire que je pense qu'il y a un problème de communication chez Lego, ils sont vautrés. Il y a une espèce de creux, parce que Lego sortait des machines très régulièrement, notamment la gamme Neptune, qui était une très bonne gamme de machines. Bah là, il n'y a pas eu grand-chose. Même en résine, il n'y a rien eu. Depuis la Saturn 4 Ultra 16K, il n'y a rien eu. La Jupiter 2 grand format, que j'attends désespérément, c'est des machines que j'aime bien, bah, elle devait être envoyée au mois de juin, juillet, enfin en gros l'été dernier. On est au mois de février, j'ai pas de nouvelles. Je l'ai vu sur 2 salons, mais toujours pas disponible. Donc je sais pas ce qui se passe chez Lego. Peut-être que voilà, il y a des restructurations, des trucs comme ça. DJI est rentré au capital de l'entreprise, donc bon, une grosse boîte qui rentre, il y a forcément de l'intérêt. Voilà. Donc pour dire que mauvaise communication, le marketing, c'est toujours ça. Et je trouve que là, maintenant, tout de suite, ben, ils améliorent pas les choses. La communication est très sporadique par rapport aux gens qui ont une Century Carbone 1 et qui sont pas contents. Et voilà, ça fait perdre des clients bêtement pour une entreprise, alors que le produit est pas mauvais. Donc voilà, donc en tout cas, beaucoup de blabla dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en description, en commentaire, pardon, excusez-moi, bah, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt de ces gens furieux ou alors pas du tout? Vous, bah, ce qui vous intéresse, c'est la machine, cette Century Carbone 2 a l'air géniale. Bref, donnez-moi votre avis comme ça en commentaire, avec vos petits popcorn et pizzas pendant que vous avez regardé cet extra au niveau de la vidéo. Moi, sinon, bah, je vous dis bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Thread, etc. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment un indicateur important pour les marques, pour travailler avec des gens comme moi. Donc plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, etc. et tout. Et puis bah comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Allez, bye bye.